Bonjour, nous sommes dimanche. Merci de nous rejoindre sur GISN TV pour notre matinale quotidienne. Au programme ce matin, de la politique avec Dror Riven Sapir qui nous résumera à travers le spectre de la presse israélienne les différentes parties en présence pour les élections législatives au lendemain de gros coups de tonnerre au sein notamment du parti Avoda. Nous serons également en ligne avec Maxime Pérez qui nous racontera comment s'est passée la première visite de Khaled Meshal à Gaza pour les 25 ans du Hamas. Et en deuxième partie d'émission, on se détendra en se délectant de spécialités festives qui nous seront concoctées par Pascal Pérez-Roubin. Je vous laisse saliver sans vous en dire plus. Pour l'heure, je vous propose de jeter un coup d'œil sur quelques titres qui ont fait la une de l'actualité ce matin en Israël. On commence tout de suite avec le chef en exil du Hamas, Khaled Meshal, depuis vendredi à Gaza pour sa première visite dans le territoire palestinien. Il a rejeté hier le droit d'Israël sur les terres historiques des Palestiniens. Fin de citation. Il a appelé par ailleurs à la réconciliation avec le Fatah, tout en soulignant que la réconciliation nationale doit être basée sur la résistance et les principes nationaux. Selon le chef en exil, la politique du Fatah est bonne, mais elle n'a aucune valeur sans la résistance armée. Fin de citation. Le président égyptien Mohamed Morsi a annulé hier soir le décret par lequel il s'était octroyé les pouvoirs renforcés, provoquant une grave crise politique. Il a annoncé en participant à une rencontre entre le chef de l'État et des personnalités politiques. Mohamed Morsi a en revanche confirmé la date du 15 décembre prochain pour la tenue d'un référendum sur un projet controversé de constitution. Le président égyptien s'est montré prêt quelques heures plus tôt à faire des concessions après un appel de l'armée au dialogue pour éviter un désastre dans le pays. Le Premier ministre Hicham Kandil avait alors déclaré qu'un comité de 6 experts avait été chargé de modifier le décret du 22 novembre par lequel, je vous le rappelle, le président islamiste a étendu ses pouvoirs et les a placés au-dessus de tout recours en justice. La Syrie également, le régime syrien a retourné hier contre les rebelles l'accusation que lui ont faite les Occidentaux de vouloir utiliser des armes chimiques dans le conflit en mettant en avant la prise par les djihadistes d'une usine produisant du gaz hautement toxique. Par ailleurs, un nouveau commandement chapeautant la plupart des groupes rebelles en Syrie, à l'exception des djihadistes du Front Al-Nosra, doit être annoncé avant la tenue du 12 décembre à Marrakech de la réunion internationale des Amis du peuple syrien, selon un haut responsable de l'opposition. Et puis notez par ailleurs que les combats ont repris hier au Liban sur plusieurs axes, à Tripoli dans le Liban Nord. Les heurts qui opposent depuis mardi dernier les quartiers rivaux de Jabal Mohsen, en majorité alaouite et partisans de Damas, et Bab el-Tabanais, sunnites et hostiles au régime, ont fait donc 13 morts depuis le début des hostilités. Un accord enfin signé après des jours d'intenses négociations à Doha. La présidence qatari a annoncé hier un accord sur la lutte contre le changement climatique, donnant naissance à l'acte 2 de Kyoto, un accord qui comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, ainsi qu'une aide financière aux pays du Sud. L'Égypte a arrêté la semaine dernière le chef d'un réseau terroriste égyptien suspecté d'avoir participé à l'attentat du 11 septembre contre le consulat américain de Benghazi en Libye. C'est ce qu'a affirmé vendredi le Wall Street Journal. Un responsable américain a confirmé cette arrestation mais n'a pas donné davantage de précision. L'homme arrêté se prénomme Mohamed Jamal Abou Ahmad et aurait 45 ans environ. Voilà donc pour les titres de ce matin. Nous sommes à présent en ligne avec Maxime Pérez, notre spécialiste en matière de défense. Maxime, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, est-ce qu'on en parlait dans les titres un petit peu plus tôt dans cette édition, est-ce qu'on doit être surpris du discours assez virulent de Khaled Meshal ? Écoutez, non pas vraiment, parce que d'abord, Khaled Meshal effectuait une visite historique à Gaza moins d'un mois après l'opération israélienne Pilier de défense qui a porté un coup dur à l'aile militaire du Hamas. Khaled Meshal, il était attendu par tout un peuple, on l'a vu hier, 100 000 Palestiniens ont répondu présents à ces festivités marquant le 25e anniversaire du Hamas. Beaucoup de drapeaux verts, beaucoup d'hommes en armes, une certaine euphorie finalement dans laquelle s'est engouffré Khaled Meshal avec un discours sans concession, vous l'avez dit, à l'égard d'Israël. C'est vrai qu'on le présentait ces dernières semaines comme l'artisan du cessez-le-feu, du retour au calme dans la bande de Gaza, le seul aussi capable de porter la réconciliation palestinienne et pourquoi pas d'être à la tête justement de cette réconciliation entre le Fatah et le Hamas dans une sorte de gouvernement palestinien d'unité. Mais finalement, de ce sujet, il n'en a été que très peu question dans son discours d'hier après-midi. Khaled Meshal a fait parler la rhétorique belliqueuse du Hamas, celle d'un mouvement islamiste jusque boutiste, partisan de la lutte armée contre Israël et rien d'autre.
Maxime, on le voyait sur ces images qui sont diffusées justement sur les écrans, un décor en carton-pâte. Le discours de Khaled Meshal est bien un discours de combat. Côté israélien, comment est-ce qu'on réagit à ce discours ? Écoutez Nathalie, en écoutant les déclarations de Khaled Meshal, il est évident que peu de responsables israéliens ont dû regretter la décision de lancer une opération militaire contre le Hamas le mois dernier et qui, rappelez-vous, avait débuté par l'élimination d'Ahmed Jabari, le chef des brigades Ezzedine Al-Qassam. Ce discours de Khaled Meshal, il conforte les responsables israéliens dans l'idée que le Hamas n'est certainement pas un élément pacificateur de la région, devenu soudainement pragmatique et donc en aucun cas un possible partenaire pour la paix. Au moment, vous le savez, où on dit que le Hamas a gagné une certaine légitimité internationale, ces dernières semaines, on l'a vu, le mouvement islamiste a accueilli plusieurs délégations du monde arabe, turques, tunisiennes, qataries et bien sûr égyptiennes. Et nul doute maintenant que ce discours de Khaled Meshal, qui finalement ne propose à son peuple que la guerre et le sang, sera largement utilisé par Israël pour montrer au monde avec qui il traite. Hier soir, un porte-parole du gouvernement me disait que ce discours condamnait les Palestiniens à toujours plus de souffrance et qu'il constituait donc pour eux l'expression d'une défaite. Maxime Pérez, merci pour ces précisions. Merci à vous. Dror, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Maxime nous en parlait, le discours de Khaled Meshal à Gaza hier, comment est-ce que ça interfère sur la politique israélienne ? Écoutez, à un mois et demi environ des élections législatives, le 22 janvier, il est évident qu'un discours aussi radical, aussi extrémiste, aussi va-t-en-guerre que le président du Hamas a tenu, le chef du bureau politique du Hamas, Meshal, a tenu dans la bande de Gaza, ne peut pas ne pas avoir d'influence sur la campagne électorale. En général, dans ce genre de cas, ça profite au côté droit de l'échiquier politique, et donc à Benjamin Netanyahou, à la liste d'union Likoud, Israël, Beitenou, et peut-être un petit peu moins de l'autre côté de la barrière politique, et bien ça profite davantage à Tzipi Livni qu'à Sheli Yachimovitch, la chef de file du parti travailliste, puisque eh bien, les questions sécuritaires, diplomatiques sont à la une de l'actualité, ce qui profite à ceux des politiciens qui mettent en avant la nécessité d'avoir un discours plus ferme vis-à-vis notamment du Hamas. On sait que Tzipi Livni voulait que l'opération dans la bande de Gaza, pilier de défense, se poursuive au-delà du point auquel elle s'était interrompue avec le cessez-le-feu. Donc est-ce que c'est selon vous l'axe principal qui va être développé par les différents partis politiques ces prochains jours ? Pas par tous. Par le Parti travailliste qui va lancer sa campagne officiellement aujourd'hui, non. Au Parti travailliste, on va essentiellement parler des questions économiques et sociales, et on va essayer de respecter un espèce de silence radio sur les questions diplomatiques, sur le processus de paix, sur la menace que représente le Hamas, alors que de l'autre côté, eh bien, le Likoud, eh bien, Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahou vont tout faire pour mettre en exergue cet aspect-là de l'actualité. Alors vous l'avez dit, on est à 44 jours des prochaines élections, 34 partis politiques pour ces législatives en Israël. Les législatives anticipées qui présentent pour l'instant l'image d'une grande foire démocratique, des partis microscopiques, des programmes électoraux plutôt fantaisistes, des transfuges et les gros bras traditionnels. Dror, vous allez nous aider à faire le clair sur cette foire démocratique. Oui, alors vous parlez de foire démocratique, c'est plutôt, il y a davantage de foire que de démocratie, on pourrait dire, puisque ces dernières semaines ont été marquées par des passages incessants d'un parti à un autre, de personnalités politiques, de nouveaux venus dans la classe politique. Juste un nom, le général de réserve, Elazar Stern. Il était prévu que cette personnalité, plutôt respectée, rejoigne le parti de Yair Lapid. Une semaine après, on le disait proche de Chaim Amselem, vous savez, ce transfuge du chasse. Et puis on a appris qu'il avait flirté un petit peu avec le parti Habait Yehoudi, le parti sioniste religieux, lui-même est un sioniste religieux, et puis on le retrouve où ? Eh bien aux côtés de Tzipi Livni. Donc voilà, il a fait sa course en fait, il a fait son marché avant d'être rattrapé par Tzipi Livni et de se présenter en bonne place d'ailleurs sur la liste de Atnoa, le mouvement, qui est le nouveau parti de Tzipi Livni. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a toute une série de politiciens qui ont plié bagage pour rejoindre d'autres partis. Et évidemment, le cas le plus spectaculaire et le plus récent, c'est celui d'Amir Peretz. Amir Peretz qui a décidé la semaine dernière, à la surprise générale, de quitter son parti, le Parti travailliste, et de rejoindre le parti de Tzipi Livni, là encore, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'inimitié personnelle qui règne entre Peretz et la chef de file travailliste Yachimovitch, mais aussi pour des raisons idéologiques, puisque Peretz eh bien, considère que les questions diplomatiques, que la question du processus de paix doit redevenir sur le devant de la scène,
Shelly Yachemovitch, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, elle insiste sur les questions économiques et sociales. Alors, est-ce qu'on peut parler un instant de la composition de cette liste? On va diffuser certains chiffres, mais est-ce que vous pouvez nous détailler ces listes un peu plus en précision? Alors là, ces graphiques, oui, sont intéressants. Donc la moyenne d'âge, il y a un assez net rajeunissement de la classe politique. Vous voyez, par exemple, le parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, 48 ans seulement de moyenne d'âge. Le Likoud et le Parti travailliste sont à peu près à égalité, 51 ans pour le premier, 52 pour le second. C'est important parce que là aussi, ça montre que le Parti travailliste, qui a attiré à lui des figures de la contestation sociale de l'été 2011, s'est rajeuni. Auparavant, c'était un parti dont la moyenne d'âge était beaucoup plus élevée que celle du Likoud. On va peut-être passer au prochain graphique. Les femmes. Voilà, les femmes, là aussi c'est important. Donc vous voyez le chiffre qui marque le plus, bien évidemment, le parti religieux Chasse avec 0%. Avec 0% de femmes, voilà, donc sans commentaire, mais là ce n'est pas vraiment une surprise. Yair Lapid, c'est peut-être parce que lui-même est un bel homme et qu'il attire beaucoup de femmes, je ne sais pas. En tout cas, 46% de femmes sur sa liste, c'est beaucoup. Féminisation également au Parti travailliste, 30%, c'est pas mal du tout. Le Likoud et le On a beaucoup parlé la semaine dernière justement des 10 premiers mandats du Likoud qui ne comprennent aucune femme du Likoud. Oui, ça a changé. La composition de la liste a changé. Reuven Rivlin, le président de la Knesset, a accepté d'être rétrogradé d'une place pour qu'il y ait une candidate parmi les 10 premiers de la liste conjointe Likoud Israël Beitenu. Merci Dror. Je pense qu'on a un autre graphique également. On pourrait peut-être voir à l'écran. Le taux d'académiciens, donc, au sein de ces listes, on voit que le taux le plus important est, encore une fois, Yesh Atid. Finalement, ça va être le grand gagnant de ce petit concours de ce matin en chiffres de représentation et féminine et académique. 93% pour Yesh Atid. Non, c'est beaucoup, mais en fait, c'est à peine plus que le Likoud. Le Parti travailliste est un petit peu en retrait avec 80%. On aurait pu parler également du taux de nouveaux immigrants. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants russophones dans la liste du Likoud, Beitenu, par exemple. Dror, dans la presse israélienne, comment on parle de ces prochaines législatives? Comment on les analyse et quelles sont les différentes analyses? Je vois que vous avez apporté avec à l'appui tous vos journaux et vos quotidiens. Ouais, alors ce sont les journaux de vendredi, donc qui parlaient avant tout de la composition des listes, parce qu'il faut savoir qu'avec le dépôt des listes jeudi soir, eh bien la campagne rentre véritablement dans sa vitesse de croisière. La campagne, on pourrait dire, a débuté. On sait maintenant qui est avec qui est contre qui. Le principal enseignement, bien évidemment, c'est que la gauche n'a pas réussi à s'unifier, alors qu'il y a une dynamique d'union à droite avec la liste conjointe Likoud, Israël et Beitenu, avec également les efforts d'union du côté sioniste religieux avec Naftali Bennett, avec également le Chasse, où les deux leaders rivaux, Elisha et Aryeh Deri, sont finalement parvenus à s'entendre. Mais la presse est très, très sévère sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir ce passage d'un parti à un autre, cette espèce de marché, en fait, hein, on pourrait qualifier ça comme ça. Je peux vous citer quelques commentaires. Le Israël Hayom de vendredi parlait d'un cirque politique, et son commentateur Boaz Mislut, qu'on connaît bien ici, écrivait que ces élections nous entraînent vers le point éthique le plus bas, le siège à la Knesset, c'est tout ce qui compte désormais. Dans le même journal, Dan Margalit, l'ego l'emporte sur l'honneur. Et puis dans le Ma'ariv, un commentaire très dur du correspondant politique Shalom Yerushalmi sur l'arrivée d'Amir Peretz au parti de Tzipi Livni, eh bien, selon lui, c'est le dernier clou dans le cercueil d'une classe politique qui n'a plus honte de rien. Voilà. On pourrait citer également le Haaretz qui parle d'une espèce de marché entre les différents politiciens, les politiciens qui font leurs courses, à moins que ce soit des politiciens qui deviennent eux-mêmes des produits vendus à l'étalage. Donc voilà, la presse est très sévère sur cette première partie de la campagne électorale et sur la composition des différentes listes. Mais la presse est aussi finalement assez sévère sur la façon dont fonctionne ce jeu démocratique des élections, en finalement considérant qu'Israël s'embrouille, que la constitution israélienne n'est pas suffisamment claire justement sur la façon dont doivent se mener ces élections, et c'est pour ça qu'on a trop de partis, 34 partis en lice, c'est trop. Ouais, ça c'est pas nouveau, 34 partis en lice. Non, bon, il y a toujours ce même débat sur le changement du mode de scrutin. Le mode du scrutin, la proportionnelle intégrale en Israël, eh bien, encourage la multiplication des partis. Il y a des partis très fantaisistes, très ésotériques dont on a parlé. On a parlé la semaine dernière. Percy Truc nous a concocté une série de reportages tous plus croustillants les uns que les autres sur ces petits partis un petit peu qui font sourire un petit peu et qui font même parfois plus que sourire. Mais plus sérieusement,
à la lecture de la presse, on ressent qu'il y a un espèce de dégoût de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir la politique qui devient un supermarché. Justement, vous avez amené tous ces journaux. Comment tout un chacun qui n'est pas habitué à la presse israélienne, mais qui a envie de la lire, comment on doit considérer les visées politiques, les angles pris par le Yediot Ahronot, Haaretz, Maariv, le Israël Hayom, qui roule pour qui en somme? Écoutez, maintenant les choses sont claires. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Le passage d'Amir Peretz au parti de Tzipi Livni, il a été critiqué comme étant un manque d'éthique politique par tous les journaux, sauf un, celui-là, le Yediot Ahronot, que je montre à la caméra. Voilà, le Yediot Ahronot qui roule de plus en plus ouvertement pour Tzipi Livni et qui donc a accueilli favorablement le passage d'Amir Peretz aux côtés de Tzipi Livni. Les autres journaux ont été très sévères, notamment le Haaretz. Alors le Haaretz, c'est un peu le journal de l'intelligentsia libérale de gauche au sens israélien du terme, moins à gauche au sens économique. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle le Haaretz est très sévère vis-à-vis de Shelly Yachimovitch et du Parti travailliste. Donc le Haaretz est très anti-Shelly Yachimovitch actuellement. De là à dire qu'il va rouler comme le Yediot pour Tzipi Livni, non, il n'a pas encore pris fait et cause. En tout cas, il est très largement anti-gouvernemental, anti-Binyamin Netanyahou, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, du Israël Hayom, que voilà, le Israël Hayom quotidien gratuit, très largement diffusé. Il faut dire que les deux journaux qui ont le plus grand tirage en Israël, eh bien, ce sont le Israël Hayom et le Yediot Ahronot, dont on parlait tout à l'heure. Le Israël Hayom est financé presque intégralement par un milliardaire américain qui s'appelle Sheldon Adelson. Sheldon Adelson qui était l'un des grands donateurs de Mitt Romney. C'est un nom qui vous dit quelque chose peut-être? Légèrement. Ouais, on n'a pas oublié. Donc le candidat républicain malheureux aux élections présidentielles. Mitt Romney a perdu beaucoup d'argent. Il a donné beaucoup d'argent Sheldon Adelson a donné beaucoup d'argent à Mitt Romney. Mais il en a encore suffisamment pour financer le journal Le Israël Hayom, qui est d'une manière très nette en faveur de Binyamin Netanyahou et du Likoud. Et on peut s'attendre à ce que dans les semaines à venir, le Israël Hayom va insister justement sur les questions diplomatiques, sur les questions relatives au Hamas, sur les manœuvres diplomatiques de l'autorité palestinienne, parce que ça profite finalement pour au Likoud et à Binyamin Netanyahou. Dernier journal, le Maariv, dont on annonce régulièrement la disparition. C'est un journal en grande difficulté. Il y a eu des suppressions de personnel au Maariv ces derniers temps. Alors là, en période préélectorale, les gens achètent davantage de journaux. Ça peut peut-être lui redonner un souffle de vie. Un peu de vigueur. Pour l'instant, le Maariv, qui est plutôt classé au centre droit, n'a pas encore pris fait et cause aussi clairement que ses collègues pour tel ou tel parti. Dror, une dernière petite question, un mot sur Ehud Olmert. Un mot sur Ehud Olmert. Eh bien, Ehud Olmert, on le savait, on s'en doutait, ne se présente pas à l'occasion de ces prochaines élections législatives. Il a participé hier à une interview pour l'une des principales chaînes israéliennes avec Dana Weiss, où il parlait justement du fait qu'il ne voulait plus se présenter, il ne se présenterait pas cette fois-ci en tout cas aux élections. Il a prétexté son petit-fils qui lui a défendu de courir. Oui, d'accord, ok. Bon, alors son petit-fils, c'est peut-être un prétexte qui fait un petit peu sourire. En tout cas, plus sérieusement, sa famille, ses proches, son époux, ses enfants lui ont dissuadé de se présenter aux élections législatives. Lui-même en avait envie. Mais très objectivement, ces problèmes judiciaires ne sont pas encore tout à fait terminés, même s'il a été acquitté dans deux des dossiers dans lesquels il était impliqué. Le parquet a fait appel contre cet acquittement. Donc on voit mal un homme qui traîne tellement de casseroles, passez-moi l'expression, se présenter aux élections législatives et pour la place suprême, pour le poste suprême qui est celui de Premier ministre. On parlait beaucoup d'Ehud Olmert à une époque parce qu'il était à gauche ou au centre-gauche l'un des rares candidats qui avait de la crédibilité à prétendre au poste de Premier ministre, puisqu'il l'avait déjà occupé. Du fait de sa situation judiciaire, ce n'était pas raisonnable. Dror, merci pour ces précisions. Merci de nous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous en prie, j'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit.